Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de la jordanisation d'un endomorphisme qui n'est pas forcément euh, nilpotent. Alors tout d'abord, on va commencer par déterminer la classe des endomorphismes qui sont jordanisables. Évidemment, c'est une classe qui contient les endomorphismes nilpotents. Le théorème suivant permet de caractériser cette classe. Un endomorphisme T est jordanisable si seulement si le polynôme caractéristique de T est scindé sur le corps K. De même, on a A, une matrice est jordanisable si seulement si son polynôme caractéristique est scindé. Avant de voir la preuve, j'aimerais faire deux petites remarques. La première, c'est que T est jordanisable si seulement si son polynôme caractéristique est scindé, et ça on sait que c'est équivalent à T est trigonalisable. La même remarque reste valable pour les matrices, donc A est jordanisable si seulement si son polynôme caractéristique est scindé, si seulement si A est trigonalisable. Alors le deuxième point dans cette remarque, c'est que dans la vidéo précédente, on a vu que tout endomorphisme nilpotent admet une base dans laquelle il s'exprime avec une matrice réduite de Jordan. Ce qui veut dire que un nilpotent est jordanisable. Et là, pour faire le lien avec ce théorème, on a toujours le polynôme caractéristique d'un nilpotent est scindé. Parce que le polynôme caractéristique d'un nilpotent, c'est moins 1 à la puissance n, où n est la dimension de l'espace, fois x à la puissance n. Donc il est toujours scindé. Alors on passe maintenant à la preuve. Alors pour la première assertion, l'implication directe est triviale. En effet, si T est jordanisable, alors elle est trigonalisable, et on sait qu'un endomorphisme trigonalisable, son polynôme caractéristique est scindé. Alors montrons maintenant l'autre implication. Donc on suppose que le polynôme caractéristique de T est scindé, et donc c'est un polynôme qui qui se décompose de cette manière, avec un moins 1 à la puissance n que j'ai oublié. Donc avec moins 1 à la puissance n. Alors par le lemme des noyaux, on a cette décomposition. Donc E, c'est la somme directe des noyaux de T moins lambda I à la puissance KI. On pose pour chaque I entre 1 et R, TI, c'est l'endomorphisme induit par T, c'est-à-dire la restriction de T au noyau de T moins lambda I à la puissance KI. Alors on a TI moins lambda I à la puissance KI de X, c'est tout simplement T moins lambda I fois l'identité à la puissance KI de X égale à 0. Et comme X appartient au noyau de T moins lambda I à la puissance KI, ça c'est 0. Il s'ensuit donc que TI moins lambda I est nilpotent. Et donc, d'après ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, il existe une base Fi du noyau de T moins lambda I à la puissance Ki, dans laquelle la matrice Gi de Ti moins lambda I est une réduite de genre. Et donc, Gi égale à la matrice dans Fi de Ti moins lambda I. Et ça, c'est la matrice dans la base Fi de Ti moins lambda I fois la matrice identitaire de taille Ki. Là, je rappelle que ce Ki qui est la taille de la matrice identité, c'est aussi la dimension du noyau de T moins lambda I à la puissance Ki. Et donc, la matrice de Ti dans Fi, c'est la matrice Gi, donc là c'est Gi plus lambda I fois la matrice identitaire. Maintenant, on regroupe toutes les bases Fi. Donc, on obtient une base F de l'espace E tout entier. Et la matrice de T dans la base F. Et cette matrice diagonale par bloc, ou sur la diagonale, il y a les blocs, il y a les matrices de TI par rapport à la base Fi. Maintenant, pour établir la deuxième équivalence, on considère l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A, et donc on a A est jordanisable si seulement si S admet une forme réduite de Jordan, si seulement si son polynôme caractéristique est scindé, et comme S et A
ont le même polynôme caractéristique, alors ça c'est équivalent aussi au polynôme caractéristique de A et sin D. Avant de passer au résultat suivant, j'aimerais faire la remarque suivante. Pour chaque i, la matrice de TI dans FI est une matrice diagonale par bloc, où les blocs sont des matrices de Jordan associées à lambda i. Donc, sur la diagonale de la matrice de TI, on a lambda i, et sur la surdiagonale, c'est-à-dire la ligne au-dessus de la diagonale, représentée ici par les étoiles, on a ou bien 1 ou bien 0. Et donc la matrice de T dans F est une matrice où sur la diagonale on a lambda 1 qui se répète dans deux fois que la dimension du noyau de T moins lambda 1 à la puissance K1, lambda 2 qui se répète le même nombre de fois que la dimension du noyau de T moins lambda 2 à la puissance K2, et les dernières valeurs sont lambda R. Au-dessus de la diagonale, on a D1 et D0. Et en dehors de ces deux-là, la matrice est peuplée de 0. D'où ce corollaire. Si le polynôme caractéristique de l'endomorphisme T sin D, alors dans ce cas, il existe une base B de E, telle que la matrice de T dans la nouvelle base est de cette forme. Alors sur la diagonale, on a des valeurs propres. Et sur la surdiagonale, on a des epsilon i qui prennent des valeurs égales à 0 ou 1. On a le même résultat pour les matrices. Donc une matrice A avec un polynôme caractéristique sin D est semblable à une matrice de cette forme. Alors dans cet exemple, on se propose de jordaniser cette matrice de taille 5. On considère l'endomorphisme T canoniquement associé à la matrice A. On commence par calculer le polynôme caractéristique de T. On trouve que c'est moins x moins 1 à la puissance 3 fois x plus 1 au carré. Et donc, E se décompose en somme directe du noyau de T moins l'identité à la puissance 3 et du noyau de T plus identité au carré. On commence par déterminer la matrice de Jordan de T relativement à la valeur propre moins 1. Pour cela, il faut calculer les noyaux des itérés de T plus identité. Alors, on calcule le noyau de T plus identité, on trouve qu'il est engendré par le vecteur 1, moins 1, moins 1, 1, 0. De T plus identité égale à 1, donc inférieur à la dimension du noyau de T plus identité au carré, donc celui-là est de dimension égale à 2, et donc il faut déterminer aussi le noyau de T plus identité au carré. Alors on trouve qu'il est engendré par ces deux vecteurs. Alors on pose S, c'est la réflexion de T plus identité au noyau de T plus identité au carré. Alors S au carré égale à 0, et donc S est nilpotent. Le noyau de S égale à l'intersection du noyau de T plus identité et du noyau de T plus identité au carré. Parce que si F est un sous-espace vectoriel de E, alors le noyau de la restriction de T à F, c'est le noyau de T inter F. Et comme on a le noyau de T plus identité inclus dans le noyau de T plus identité au carré, on obtient que c'est égal au noyau de plus l'identité. Et donc, c'est le sous-espace engendré par le vecteur 1, moins 1, moins 1, 1, 0. De même, on a le noyau de F au carré égal au noyau de T plus l'identité au carré, et il est engendré par ces deux vecteurs. Alors, le fait que le noyau de S est de dimension 1, on a l'espace sur lequel agit l'endomorphisme S égal à un seul sous-espace cyclique engendré par F1. Alors là, j'aurais dû mettre S à la place de T, mais comme S est la restriction de T plus identité, alors ça c'est le sous-espace engendré par
le sous-espace cyclique engendré par F1 pour l'endomorphisme T plus identité, on a vu que le sous-espace cyclique ne change pas si je retranche moi l'identité ici, donc ça donne le sous-espace cyclique T cyclique engendré par F1. Alors pour trouver le F1, et en utilisant les notations qu'on a vues dans la vidéo précédente, donc le noyau de S est engendré par F1, le noyau de S carré engendré par F2, et donc je complète les vecteurs de F1 par un vecteur de F2 pour avoir une base du noyau de T plus identité au carré qui est de dimension 2. Alors on prend F1, c'est le vecteur 1, moins 2, 1, 0, 0. Alors il forme avec ce vecteur une famille libre parce que les deux ne sont pas collinéaires. De plus, le sous-espace cyclique engendré par F1 est de dimension 2. Alors on calcule T de plus l'identité de F1. Et on note ce vecteur par F2, c'est le vecteur 1, moins 1, moins 1, 1, 0. Alors F2, F1 est une base du noyau de T plus identité au carré. Et la matrice de S dans la base F2, F1, c'est la matrice de Jordan G2, 0. Or, S, c'est exactement T plus de l'identité restreinte au noyau de T plus de l'identité au carré. Et donc, T égale, ou bien T restreinte au noyau de T plus 2 l'identité au carré, égale à S restreinte au même sous-espace, moins 2 fois l'identité. Et donc la matrice de T, alors par rapport à F2, F1, de T restreinte au noyau de T plus 2 l'identité au carré, égale à la matrice G2, 0, moins 2 fois I2. Je corrige, normalement c'est pas 2, c'est plus l'identité tout simplement. Donc la matrice de T restreinte au noyau de T plus identité au carré par rapport à la base F2, F1, c'est G2, 0, moins I2. Et ça c'est exactement cette matrice G2, moins 1. Maintenant on va déterminer la matrice de Jordan relative à la valeur propre 1. Alors on calcule le noyau de T moins l'identité. Ça donne un sous-espace engendré par ces deux vecteurs. Je rappelle que la dimension du noyau de T moins l'identité à la puissance 3, c'est 3. Et comme la dimension du noyau de T moins l'identité est 1, donc je calcule le noyau de T moins l'identité au carré. Je trouve qu'il est engendré par ces trois vecteurs. Et donc là, j'atteins la dimension du noyau de T moins l'identité à la puissance 3. Et donc, je m'arrête à 2. Donc, comme information, j'ai la somme de T moins l'identité égale à 2. Parce que dans ce cas, on a le noyau de T moins l'identité au carré. Et le noyau de T moins l'identité à la puissance 3 en la même dimension. En plus, on a une inclusion. Le noyau de T moins l'identité au carré est inclus dans le noyau de T moins l'identité à la puissance 3. Donc cette égalité permet de conclure que la somme de T moins l'identité est égale à 2. Maintenant, le fait que la dimension du noyau de T moins l'identité est égale à 2, ça implique que le noyau de T moins l'identité à la puissance 3 est la somme directe de sous-espace T cyclique. Alors, ce noyau est de dimension 3 et il est la somme directe de deux sous-espaces T cycliques. Et donc on a la dimension du sous-espace cyclique engendré par F3 plus la dimension du sous-espace cyclique engendré par F5. Et on est dans la situation où 3 égale à la somme de deux entiers. Donc un des deux entiers égale à 2 et l'autre égale à 1.
Donc il y a un seul sous-espace cyclique de dimension 2 et un seul sous-espace cyclique de dimension 1. Évidemment, ces deux nombres, on peut les calculer avec la formule qu'on connaît. Donc si on calcule n1, on trouve que c'est égal à 1. Si on calcule n2, on trouve qu'il est égal à 1. Sauf que là, ce calcul est inutile parce que 3 est la somme de deux entiers. Donc un des entiers est égal à 1 et l'autre égal à 2. Maintenant, on pose la dimension du sous-espace engendré par F3 égale à 2 et la dimension du sous-espace engendré par F5 égale à 1. Et on va déterminer F3 et F5. Alors, on complète les éléments de F'1 pour avoir une base du noyau de T moins l'identité à la puissance 2. Alors, je prends ce vecteur. Alors, il forme avec ces deux-là une famille libre. En effet, si on met les coordonnées de ces trois vecteurs dans cette matrice et on considère ce mineur, formé des trois dernières lignes, alors on voit bien que si on développe par rapport à la première ligne, on obtient 1 ou moins 1, et donc en particulier ce déterminant est différent de 0. Ce vecteur forme ou bien engendre un sous-espace cyclique de dimension 2, et donc on pose ce vecteur F3. Et le sous-espace engendré par le sous-espace cyclique engendré par F3, c'est engendré par les deux vecteurs T moins l'identité de F3 et F3. Alors on pose ce vecteur à F4 et on calcule T moins l'identité F3, ça donne moins 1, moins 1, 1, 0. Alors maintenant on pose P'2 égale 5 de temps F3, qui est un sous-ensemble de P'2. Alors, T moins l'identité de B'2, union le livre dans le noyau de T moins l'identité. Et donc, on peut la compléter pour avoir une base du noyau de T moins l'identité. Alors, T moins l'identité de B'2, elle est formée d'un seul vecteur, c'est le vecteur F4. Le noyau de T moins l'identité est de dimension 2, donc on va compléter F4 par un seul vecteur du noyau de T moins l'identité. Là, on complète par le vecteur 0, 0, 0, 1 et on l'autre par F5. Donc le sous-espace cyclique engendré par F5 est de dimension 1 et c'est aussi le sous-espace engendré par F5. Donc maintenant, le noyau de T moins l'identité à la puissance 3, c'est la somme de ces deux sous-espaces cycliques. Le premier sous-espace cyclique est engendré par F4, F3. Le second engendré par F5. Il s'ensuit donc que F5, F4, F3 est une base du noyau de T moins l'identité à la puissance 3. Et la matrice de T. Et la matrice de T dans cette base, de T restreinte au noyau de T moins l'identité à la puissance 3 dans cette base, est égale à la matrice G2. Le premier bloc de la matrice correspond à la matrice de T restreinte au sous-espace cyclique engendré par F5, c'est dimension 1. Et le deuxième bloc représente la matrice de T restreinte au sous-espace cyclique engendré par F3. Maintenant, on regroupe tous les vecteurs FI, on obtient une base de l'espace R5, et la matrice de T dans cette base, c'est cette matrice diagonale suivante. Alors, dans la matrice de passage, on met les coordonnées des vecteurs F5, F4, F3, F2 et F1. Et on a cette relation qui relie la matrice de T dans la base canonique à la matrice de T dans la base B. En ce qui concerne le polynôme minimal, on a calculé la somme de T plus identité et la somme de T moins l'identité. On a trouvé que les deux sont égales à 2. Et donc le polynôme minimal, c'est x plus 1 au carré fois x moins 1 au carré. Alors on arrive à la fin de cette vidéo
qui est la dernière dans la partie journalisation dans ce cours.